Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc pour ce webinaire de l'association Expertise Climat, association, je le rappelle, loi 1901, à but non lucratif qui crée des connexions entre chercheurs et journalistes pour le traitement des sujets liés aux défis écologiques. Et aujourd'hui, on souhaitait vous proposer une présentation et un temps d'échange avec deux chercheurs autour des enjeux liés à la pollution et à la qualité de l'air. C'est un sujet qui a été très présent dans vos colonnes et sur vos antennes ces dernières semaines. Du débat sur les zones à faible émission au rock-lore de la qualité de l'air, en passant par la décision du Conseil d'État de lever les sanctions financières contre la France. L'idée donc ici, ce sera de faire dans un premier temps un état des lieux avec Augustin Colette de l'INERIS, spécialiste en modélisation atmosphérique, et de s'interroger ensuite sur les conséquences économiques de la pollution pour les salariés, pour les entreprises, pour les consommateurs. Ce point-là sera développé par Marion Leroutier, qui est économiste de l'environnement et enseignante-chercheuse au Centre de recherche en économie et statistique. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue et je vous laisse prendre la main, Augustin Colette, et partager votre écran pour entamer votre présentation. Bonjour à toutes et tous. Vous voyez bien mon écran? Très bien. Merci d'abord à Marion Calais d'organiser ce webinaire qui, j'espère, sera l'occasion d'apporter un peu de clarté sur les enjeux. Effectivement, dans ma présentation, je vais insister sur quelle est la situation aujourd'hui sur la qualité de l'air en France, son évolution à long terme et aussi un petit peu comparer ce qui se passe dans les autres pays européens. Slide suivant, c'est celui-là. Oui, juste un mot pour me présenter. Moi, je suis responsable d'une unité qui s'occupe de modélisation de la qualité de l'air. On regarde beaucoup les prévisions à court terme, la qualité de l'air aujourd'hui et demain, mais aussi des projections à plus long terme, d'où mon implication aussi dans les travaux du GIEC en relation avec le changement climatique. Juste un mot sur l'INERIS, c'est un institut qui travaille sur l'ensemble des impacts des activités humaines sur l'environnement, la santé et les biens. On est en particulier impliqué sur la qualité de l'air à travers le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ou la plateforme nationale de prévision Prévert.com. Juste un mot de rappel, j'imagine que vous êtes tous un petit peu familiers avec les concepts de qualité de l'air, mais je voulais quand même remettre un petit peu des bases sur les différents polluants qui nous intéressent. Commençons par la droite, on a des particules fines, on va parler de PM10 ou PM2.5. En fait, c'est en fonction de la taille de ces aérosols. Et si on compare par rapport à la taille d'un cheveu, on se rend compte que les PM10 sont déjà tout petits, c'est les petites tailles bleues. Les PM2.5 sont plus dangereux, plus profondément dans l'organisme, sont encore plus fines. On a aussi d'autres polluants qui nous intéressent, qui sont eux des gaz, le dioxyde d'azote, qui est quand même assez clairement lié avec le trafic routier. Et un dernier qui est l'ozone, qui est plus compliqué. Il y a le bon ozone, le mauvais ozone. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ozone qui est en bas de la troposphère, c'est-à-dire près de la surface, qui est néfaste pour la santé humaine et qui est en fait un polluant secondaire qui est formé à partir d'émissions d'autres gaz. On retrouve les oxydes d'azote que je viens de citer et aussi les composés organiques volatiles. Donc, quels sont les impacts? Pourquoi est-ce que la qualité de l'air nous préoccupe? Ben, d'abord, les impacts sur la santé et l'agriculture, qui sont très notables. J'ai pris les derniers chiffres de l'Agence européenne de l'environnement. Au niveau de l'Europe des 27, on a 240 000 décès anticipés qui sont imputables aux particules fines, 70 000 à l'ozone et 48 000 pour le dioxyde d'azote. C'est moins connu, mais il y a aussi des effets très notables sur les rendements agricoles. Toujours les mêmes chiffres de l'Agence européenne, mais en réalité, c'est des travaux de l'INRIS qui sous-tendent ça. On a des diminutions de l'ordre de 5 à 10 des rendements de blé, ce qui représente une perte économique de l'ordre de 1,5 milliard d'euros à l'échelle de l'Union. Et en fait, quand on regarde le fardeau qui est porté par les différents pays, la France s'avère être le pays qui paye le plus lourd tribut en termes de perte de rendement agricole due à cette pollution à l'ozone. Après, si on regarde les chiffres plus particulièrement sur la France, on se réfère aux études de Santé publique France, où les derniers chiffres sur les décès anticipés sont de l'ordre de 40 000 pour les particules fines ou 7 000 pour les oxydes d'azote. Ça a été chiffré, il y a une étude beaucoup plus récente là, qui est sortie par Santé publique France. On a maintenant des estimations du fardeau de la morbidité, pardon, qui est de l'ordre de 15 milliards d'euros, mais c'est un fardeau porté à long terme sur des impacts d'une exposition chronique à long terme. Et Marion aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur des impacts à plus court terme et d'élaborer beaucoup plus que moi sur les aspects économiques. Moi, je voudrais vraiment parler de l'état de la qualité de l'air en France et en regard avec les autres pays européens. Quelque chose qui est important, c'est la législation, donc les directives européennes qui nous donnent des seuils à partir desquels on peut considérer que l'air est sain ou pas.
Donc en fait, il y a 12 polluants qui sont concernés par ces seuils-là. Et en France, il se trouve qu'il y a 4 polluants qui sont au-dessus de ces seuils, donc ils ne respectent pas les normes que on s'est définies nous-mêmes au cadre des travaux européens. Bon, finalement, il y a assez peu de pays qui respectent tous les seuils, hein. Il y en a 7 sur 27 qui respectent tous les seuils. Mais la France fait partie quand même du peloton un petit peu de queue, parce qu'on se retrouve dans les 6 pays qui ne respectent pas les seuils pour 3 des polluants que je cite. Donc à droite, vous avez des cartes qui sont issues du bilan de la qualité de l'air qui est publié annuellement par le ministère de la Transition écologique, où vous voyez en haut que la France ne respecte pas les valeurs limites pour les particules et le NO2 et ne respecte pas la valeur cible pour l'ozone. Les seuils européens sont moins exigeants que les seuils de l'Organisation mondiale de la santé. Et il se trouve que si on regarde l'exposition en termes d'impact sanitaire, on se retrouve avec 97% des agglomérations qui ne respectent pas ces seuils pour les particules fines. Il faut aussi voir ce chiffre à l'inverse. Ça veut dire qu'il n'y a que 3% de la population qui vit dans des agglomérations qui respire un air qui peut être considéré comme sain selon les standards internationaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dramatique. Évidemment, il y a des mesures qui sont prises pour essayer de s'attaquer à ce problème-là, y compris des mesures juridiques. Et puis, je voulais faire un petit slide, désolé, il y a beaucoup de textes, mais c'est quand même pour récapituler un petit peu où est-ce qu'on en est avec les différentes procédures qui sont en cours ou passées. Donc, il y a des procédures au niveau européen et des procédures nationales. Les procédures européennes, ça peut concerner soit les émissions de polluants ou les concentrations dans le milieu ambiant, ou encore la mise en œuvre des directives, c'est-à-dire la construction de plans de gestion de qualité de l'air. Donc, on a des contentieux aujourd'hui qui peuvent être soit sur les particules, soit sur les oxydes d'azote. Il y a eu des mises en demeure de la Commission européenne auprès de la Cour de justice pour un certain nombre de zones, un certain nombre de polluants et encore jusqu'à très récemment. Je trouve que pour les particules fines, sur les dernières années, il y avait plus de dépassements qui étaient attribuables aux activités humaines. Donc, il y a quand même une amélioration assez notable et je vais revenir largement là-dessus. Pour les oxydes d'azote, on est parti d'une situation où il y avait vraiment beaucoup de dépassements. On en a moins, mais il y en a encore, donc il reste quand même un sujet à traiter. Donc ça, c'est pour les procédures européennes. Et il y a aussi les procédures nationales. Donc, Marion citait la question de l'astreinte du Conseil d'État, qui ont été prononcées et répétées à plusieurs reprises les 2, 3 dernières années, pour constater et encourager à l'action par rapport aux manquements qui étaient constatés dans 8 zones bien identifiées en France. Donc, il y a des astreintes, on dit, qui ont été répétées à plusieurs reprises et qui se trouvent avoir été levées très récemment. Donc, finalement, constatant l'amélioration de la situation, pour l'instant, ces procédures non plus. Je vous laisserai bien sûr les transparents pour vous référer au texte, mais c'est juste pour rappeler un petit peu le contexte. J'en arrivais ici donc au comparatif des situations donc à l'échelle du pays pour différents polluants. En haut, on regarde les oxydes d'azote et en bas, les particules fines PM2,5. Et en fait, on produit des cartes sur le même schéma de couleur pour 2 horizons temporels, 2009 et 2022. Il y a des cartes analogues qui sont produites pour certaines villes, et en particulier les cartes pour Paris ou l'Île-de-France ont circulé assez largement ces dernières semaines. Donc ces cartes avec des schémas de couleurs cohérents illustrent assez bien les améliorations très substantielles qui ont eu lieu sur cette période-là. Et en bas, c'est particulièrement frappant parce qu'en fait, pour les particules fines PM2,5, on passe d'une carte qui est toute rouge à une carte qui est presque toute verte. Il faut quand même noter que cette carte qui est toute verte reste quand même vert foncé. Et en fait, ce qui est considéré comme un air sain dans les standards de l'OMS, c'est vraiment la couleur qui est bleu ciel, turquoise. Et que voilà, cette situation ne se produit quand même à très peu, voire pas du tout, sur l'ensemble du territoire français. Donc cette amélioration, elle est notable, mais on n'est toujours pas dans les seuils qui peuvent être considérés comme satisfaisants. On peut aussi regarder la chose de manière différente en comparant ce qui se passe dans les différents pays européens. En fait, en 2023, il se trouve que pour les dioxydes d'azote, la France fait partie des 9 pays, donc sur 27, qui ont déclaré des dépassements de la valeur limite. Donc encore une fois, on ne se retrouve pas dans la bonne partie du peloton. Si on regarde sur le graphique qui est à droite, on a l'impression que finalement on est plutôt dans le haut, c'est-à-dire vers les pays qui sont relativement peu pollués, ce qui est le cas en moyenne. Mais ce qu'on appelle enfin, l'écart en fait entre les valeurs minimales et maximales, donc la barre, indique qu'il y a bien des valeurs qui sont au-dessus du seuil, donc la ligne rouge verticale. Donc la France, effectivement, subit des dépassements sur 3 agglomérations qui sont reprises sur la figure de gauche, donc l'Île-de-France, Lyon et Montpellier.
Alors, il y a des améliorations, certes. Si on regarde la carte ici du milieu, en haut, on regarde on vous montre les agglomérations où il y a des dépassements qui ont été constatés pendant la période, en fait, la première décennie des années 2000. Donc là, on avait vraiment beaucoup d'agglomérations qui étaient concernées. Et quand on regarde la situation qui est à droite, on a beaucoup moins de cas, mais néanmoins, il y a encore des agglomérations qui sont dans ces procédures. Ici, on mélange un petit peu d'eau polluant, hein. Désolé, sur cette figure-là, on a les oxydes d'azote sur ceux lesquels je focalise, qui sont les croix vertes, mais il y a aussi les particules PM. La figure du bas sert à comparer l'amélioration dans le temps, que ce soit en France, à gauche, ou en Europe, à droite. Et en gros, le message, c'est de dire que finalement, ce qu'on constate en France est à peu près cohérent avec ce qui se passe sur l'ensemble du continent européen. Sur cette figure, en fait, on a à chaque fois donc des moyennes annuelles de NO2 sur la période 2000 à 2021. Et pourquoi on a des différentes couleurs? C'est parce qu'on est toujours obligé de suivre la composition de l'air, suivant différentes typologies de stations qui peuvent se trouver rurales, urbaines, plus proches des sources de trafic, etc., etc. Mais globalement, ce qu'on constate sur l'ensemble de cette période-là, c'est que en Europe, on a une amélioration de l'ordre de 40-50% des concentrations sur ces 20 ans. Et en France, voilà, il y a un petit peu plus de dispersion, mais globalement, on se retrouve quand même autour de 40-50% pour les stations urbaines. Une amélioration qui est un peu plus notable dans les stations rurales et un peu moins forte dans les stations trafic par rapport à la moyenne européenne. Mais globalement, euh, l'image d'ensemble, c'est de constater qu'on a une amélioration qui est cohérente par rapport aux autres pays. C'est pas le cas pour, enfin, l'amélioration n'est pas aussi notable pour un autre polluant qui est l'ozone. Donc, j'ai parlé rapidement tout à l'heure de l'ozone pour dire que c'était un polluant qui était secondaire, qui est formé dans l'atmosphère. Et en fait, il se trouve qu'il est formé dans l'atmosphère dans le cadre de pics de chaleur. C'est vraiment le polluant de l'été. Et c'est aussi le polluant du changement climatique, parce que dans le contexte futur, on s'attend évidemment à avoir plus de vagues de chaleur. Et on sait que ça va faire poser un fardeau sur la pollution à l'ozone. Or, déjà aujourd'hui en France, on a des dépassements des valeurs cibles pour l'ozone. On fait encore une fois partie des pays qui déclarent des dépassements des valeurs cibles. Et ici, la figure de droite, ce qu'elle nous dit, c'est que finalement, encore une fois, on a les différentes couleurs hein, pour les différents types de stations. Et si on regarde à droite, on a une augmentation, une amélioration des pics d'ozone, donc des valeurs les plus élevées. Mais si on regarde à gauche, les valeurs moyennes annuelles d'ozone, elles ne s'améliorent pas, voire augmentent. Donc on peut avoir une forme de pollution à l'ozone qui s'empire réellement depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Et même les pics, donc encore une fois, qui sont sur la partie droite de la figure, eux sont améliorés, sont atténués, mais beaucoup moins que ce à quoi on s'attendait. Donc l'ozone reste clairement un polluant qui est une source de préoccupation importante pour l'avenir. Alors la situation que je viens de vous dépeindre va changer en fait dans les années à venir du fait de la réglementation qui évolue avec nous. Et donc cette réglementation, c'est les directives européennes que j'ai déjà citées rapidement. En fait, on a une nouvelle directive européenne qui vient de rentrer en vigueur à la fin de l'année 2024 alors que celle qui précédait était celle de 2008. Et cette directive européenne reconnaît le fait que les effets de la pollution de l'air sont très néfastes et qu'on est quand même assez loin des seuils recommandés par l'OMS. Et de ce fait-là, la directive européenne a en quelque sorte doublé l'ambition avec un abaissement des seuils qui vont être tolérés. Donc en fait, sur le tableau en haut, là, on a les différents polluants qui sont cités. On a cité les jalons de l'OMS, mais ce qui est important, c'est finalement les deux dernières colonnes, où on se rend compte que les seuils de l'Union européenne qui sont cités ici comme actuels, donc de l'ancienne directive, ont été globalement divisés par deux avec la directive qui vient d'être approuvée fin 2024. Donc finalement, comment est-ce que ça va se traduire au niveau national? C'est les deux cartes que j'ai mis en bas où on a la carte actuelle, hein, enfin avec la directive, l'ancienne directive et la situation pour ici l'année 2023, où on avait finalement assez peu d'agglomérations qui étaient en dépassement. Il y a eu une amélioration depuis une vingtaine d'années. En fait, si on prend vraiment la même année, mais avec les nouveaux seuils, eh ben, on a une image qui est complètement différente, où on va se retrouver avec 56 agglomérations en dépassement au lieu de 5. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous renforcer le niveau d'ambition du fait d'un cadre réglementaire qui est plus exigeant. Je vais finir avec ce slide qui récapitule un petit peu les enjeux. Encore une fois, pour insister sur ce nouveau contexte avec la nouvelle directive, on a eu des améliorations qui ont été très substantielles depuis plusieurs années, mais il faut noter que la situation est très insatisfaisante. Il y a des impacts sanitaires, écosystémiques, y compris sur les agrosystèmes et l'économie, on va y venir dans quelques instants. Donc ces impacts sont quand même très substantiels.
Et ça a motivé un renforcement donc, de la législation qui encourage à maintenir l'action pour continuer à améliorer la qualité de l'air. Et c'est un petit peu résumé sur le tableau et les trois images que j'indique sur ce transparent. On a le nombre d'agglomérations pour lesquelles les seuils sont dépassés avec différents polluants, différents contextes. Pardon. Différents polluants sur les PM10, l'ozone et le NO2. Et les différents contextes, en fait, ça va être les différentes directives et les différentes périodes de référence. Donc, je reprends le NO2, qui était un peu l'exemple que je prenais tout au cours de la présentation. Et c'est d'ailleurs pour le NO2 que je fournis les cartes qui sont en bas. En fait, avec l'ancienne directive, la directive de 2008, globalement, dans la première décennie des années 2000, on avait 23 agglomérations qui étaient en dépassement. Et en 2022, ça a été réduit à 3 agglomérations en dépassement. Donc, une amélioration qui est très notable. Mais si on regarde toujours dans l'année 2022 avec le nouveau contexte législatif, donc la directive de 2024, on va passer de 3 agglomérations en dépassement à 38. Donc, on a vraiment un renforcement voilà, de l'ambition, de l'exigence, qui va nous remettre globalement un petit peu voilà, les pendules à l'heure pour continuer à poursuivre l'effort qui a été enclenché. Et donc, il faut continuer à rester ambitieux. Voilà, j'ai passé juste rapidement sur le dernier slide que je ne vais pas vous présenter, mais juste pour vous dire que je fournis l'ensemble des sources des différentes illustrations que j'ai pu montrer jusqu'ici. Merci. Merci. Alors, je vais du coup prendre la suite. Sauf si, Marion, tu préfères qu'il y ait un temps de questions-réponses avant? Non, on fera le temps de questions-réponses Non? Ok. après. Donc, je vais également partager mon écran. Est-ce que vous voyez et est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me concentrer de mon côté sur un petit topo sur les effets sanitaires de la pollution atmosphérique et insister surtout sur le coût économique de cette pollution aux particules fines sur la base d'une étude récente que j'ai réalisée avec une collègue. Donc, pour résumer, je suis moi-même économiste de l'environnement, enseignante-chercheuse au CREST NSAE, et je suis plus particulièrement spécialiste des enjeux de pollution atmosphérique, mais aussi de changement climatique. Et un aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est les effets sanitaires, notamment les bénéfices sanitaires des politiques de transition écologique. Je vous ai mis un petit topo sur le centre de recherche auquel je suis rattachée ci-dessous, le CREST, donc je ne vais pas passer trop de temps à décrire, mais vous l'avez pour référence. Donc, en résumé, que sait-on aujourd'hui des effets de la pollution atmosphérique sur la santé? Vous avez ici un schéma qui vous montre les différentes parties du corps qui vont être affectées par différents polluants atmosphériques qui ont été mentionnés précédemment par Augustin. Et en gros, on a vraiment trois grands types d'effets de l'exposition à la pollution sur la santé par type de pathologie ou type de partie du corps affectée. Donc d'abord, la plus évidente, celle que les gens en général bien en tête, c'est la santé respiratoire, dans la mesure où un certain nombre de polluants vont pouvoir pénétrer dans les voies respiratoires et susciter des inflammations qui peuvent être associées avec des phénomènes d'asthme, en particulier chez les enfants, et également dans le cas d'une exposition chronique de long terme, des cancers du poumon, par exemple. Vous avez deuxièmement la santé cardiovasculaire qui va également être affectée par la pollution, dans la mesure où un certain nombre de polluants, en particulier les particules fines, vont pouvoir pénétrer dans le système sanguin. Donc on a par exemple un risque accru d'AVC qui touche plus particulièrement les personnes âgées, mais enfin on a aussi des effets sur l'ensemble de la population. Et enfin, je voulais mentionner aussi ces effets qui sont peut-être moins connus, qui sont les effets sur la santé cognitive et la santé mentale de l'exposition à la pollution de l'air. Donc, c'est un champ de recherche très actif en toxicologie, épidémiologie et également en économie dernièrement, qui montre qu'en fait, certains polluants, et notamment les particules fines, peuvent aussi pénétrer dans le cerveau, soit via le fait qu'elles étaient dans l'organisme, dans le système sanguin, soit directement entrer dans le cerveau par le nez, par exemple. Et ça va en fait susciter des mécanismes neuro-inflammatoires ou de stress oxydatif qui vont être associés à en fait des capacités cognitives diminuées, donc par exemple une moindre concentration, un ralentissement des capacités cognitives et qui font qu'on a des études en économie qui montrent par exemple qu'un jour de pollution très important, on peut avoir des performances des enfants à l'école qui vont être diminuées. Et la deuxième chose que je voulais signer, au-delà de ces effets un peu généraux de la pollution sur différentes pathologies, c'est deux temporalités
différentes dans ces effets de la pollution de l'air qui sont étudiés par les sciences médicales ou encore l'économie. Donc, d'une part, on a vraiment l'effet d'une exposition chronique, c'est-à-dire sur plusieurs années de cette pollution. Et typiquement, les chiffres sur les morts prématurées mentionnés par Augustin concernent cette exposition chronique. Mais on a aussi, en fait, des effets de court terme du fait d'une exposition aiguë, que ce soit un jour de pic de pollution, mais aussi de façon plus générale, le fait d'être dans un mois où il y a particulièrement beaucoup de pollution, ça va aussi susciter des effets immédiats, et de court terme sur la santé. Et c'est ce sur quoi mon étude se penche plus particulièrement. Et notre étude se penche encore plus particulièrement sur le rôle d'un polluant en particulier qui va être les particules fines PM2,5. Donc, c'est des particules qui sont particulièrement petites, ce qui font qu'elles sont à la fois plus difficiles à mesurer, mais aussi, surtout, elles ont un effet plus délétère sur la santé. Donc, vous voyez ici sur ce schéma un- l'illustration du fait que plus les particules sont fines et plus elles vont facilement pénétrer dans différentes parties du corps. Et donc, par rapport aux PM un peu plus grandes, les PM10, par exemple, les particules PM2,5, elles vont plus facilement aller dans des voies respiratoires inférieures et, par exemple, elles vont pouvoir pénétrer dans le cerveau, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, comme elles ont cet effet plus délétère, a priori, sur la santé, il y a beaucoup d'études en économie récemment qui se concentrent sur ce polluant en particulier qui est causé par un certain nombre d'activités économiques. Donc, le secteur résidentiel, comme le chauffage au bois, va être très émetteur, mais aussi l'industrie, les transports, l'agriculture. Et je remets ici le chiffre clé mentionné par Augustin, qui est que en termes d'exposition chronique, donc de long terme à ces particules fines, on a une association avec 239 000 morts prématurées par an en Europe et environ 35 000 en France sur 2022, sachant qu'Augustin mentionnait les chiffres des années un petit peu précédentes. Donc maintenant, pour en venir au cœur de l'étude dont je voulais vous parler, c'est donc une étude réalisée avec ma collègue Hélène Olivier de l'École d'économie de Paris, PSE et du CNRS. Et on s'intéresse ici au coût de l'exposition aux particules fines pour les travailleurs et les firmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette étude? En fait, on va tout d'abord quantifier l'exposition chaque mois aux particules fines PM2,5 pour 160 000 entreprises françaises qui représentent donc environ 50% du PIB hors agriculture et finances. Et on va mesurer à la fois l'exposition des salariés de ces entreprises sur la base de la commune où sont situés tous les établissements, toutes les usines de ces entreprises. Et en creux, ça nous donne aussi une idée de à quel point les consommateurs finaux de ces entreprises, quand elles servent une demande locale, donc ce qui est le cas typiquement de la grande distribution du commerce de détail, la localisation du supermarché nous donne aussi une idée de la localisation des clients de ce supermarché. On a aussi donc l'exposition de ces clients des entreprises. Et on va utiliser en fait des données fines sur les ventes mois par mois de chacune de ces entreprises, ainsi que sur les dates d'arrêt maladie d'un échantillon de leurs salariés, pour comprendre quel est l'effet d'avoir une pollution aux particules fines plus élevée un mois donné sur les ventes des firmes d'une part, ce qui va nous donner une idée du coût économique global de cette pollution. Et deuxièmement, sur la survenue d'arrêt maladie chez les salariés, ce qui nous donne une indication des mécanismes par lesquels cette exposition aux particules fines va en fait affecter la performance des firmes et l'économie dans son ensemble. Je ne détaille pas ici la méthode, je peux répondre à vos questions bien sûr, mais retenir que la méthode qu'on utilise nous permet d'interpréter nos résultats comme vraiment l'effet causal d'avoir un mois où la pollution est plus élevée par rapport à un mois où elle est moins élevée. Notre étude se concentre sur la période 2009-2015, donc ayant en tête que depuis 2009-2015, la pollution a pas mal baissé en France, et donc les coûts que l'on met en évidence ici de la pollution sont sans doute moins élevés de nos jours. Donc, je voulais commencer par vous présenter des résultats très simples sur l'exposition des travailleurs à la pollution aux particules fines sur cette période que l'on étudie. Donc, vous voyez sur ce graphique, en moyenne, pour un salarié moyen en France, à quelle pollution aux particules fines il est sujet sur la commune de son lieu de travail entre janvier 2009 et décembre 2015. Donc, c'est la courbe bleue qui vous montre que, en tendance, cette exposition à la pollution baisse, ce qui est cohérent avec ce qu'a présenté Augustin précédemment.
Elle vous montre aussi que l'exposition à la pollution est très variable d'un mois sur l'autre selon les années, en particulier avec des pics fréquents l'hiver, ce qu'on sait. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de contraster cette exposition des salariés à la pollution par rapport à deux types de seuils réglementaires. D'une part, en noir, la ligne noire continue vous montre quel est le seuil actuel de l'Union européenne en termes d'exposition annuelle à la pollution, qui est donc à 25 microgrammes par mètre cube. Et on voit que là, il n'y a pas de souci. Enfin, très souvent, la plupart du temps, les travailleurs sont sujets à une exposition moindre. En revanche, l'OMS ayant révisé dernièrement ses préconisations en termes d'exposition recommandée maximum à la pollution, on voit que par rapport à la ligne rouge qui vous montre cette préconisation plus récente de l'OMS, on est en fait 40% du temps, le salarié moyen en France en 2009-2015 était exposé à des niveaux de PM2,5 supérieurs à ce seuil. Et donc, nous, ce qu'on va se demander dans cette étude, c'est quel va être l'effet de ces niveaux de pollution plutôt élevés sur l'économie dans son ensemble. Et on a en tête, en fait, trois types de mécanismes qui vont faire que la pollution va pouvoir affecter la performance des entreprises et leurs ventes. On a deux mécanismes qui concernent l'effet de la pollution sur les salariés. Donc, d'une part, si les salariés voient leur santé physique affectée par la pollution, ils vont plus facilement se mettre en arrêt maladie et on va donc avoir un absentéisme accru, ce qui peut évidemment affecter la performance des entreprises. Et deuxièmement, quand bien même l'effet de la pollution sur les salariés n'est pas suffisamment fort pour qu'ils soient malades et aient besoin d'être en arrêt maladie, ils peuvent aussi voir leur productivité au travail. Donc, ils viennent au travail, mais ils peuvent juste être moins productifs, moins efficaces dans leur production, ce qui va aussi, bien évidemment, affecter la production mensuelle des firmes et donc leur vente. Donc ça, c'est pour les effets sur les salariés, mais on a aussi en tête que pour toutes les entreprises qui servent des consommateurs qui habitent à proximité de ces entreprises, donc typiquement les services, les supermarchés, le commerce, les consommateurs vont aussi être affectés par cette pollution et vont, dans certains cas, renoncer à certaines consommations, par exemple s'ils sont malades ou atteints par la pollution ce mois-là, et c'est ce que mettent en évidence d'autres études dans d'autres contextes comme la Chine ou les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on trouve nos résultats principaux, c'est que quand on est un mois qui va être 10% plus pollué en termes de pollution aux particules fines, en gros que la moyenne, ça va causer 1% d'augmentation des arrêts maladie ce mois-là et une baisse des ventes des entreprises de 0,4% en moyenne. Et ça, c'est important d'avoir en tête comme chiffre clé valide pour la France entière, mais on a des données qui nous permettent aussi de bien comprendre dans quel secteur ces coûts vont avoir lieu. Donc, en ce qui concerne les arrêts maladie, on voit que cette augmentation des arrêts maladie, elle va être en fait concentrée dans les secteurs de l'industrie et de la construction. Alors que, en ce qui concerne la baisse des ventes des firmes, on voit en fait cette baisse des ventes dans tous les secteurs d'activité. Donc, cette baisse des ventes, elle survient un à deux mois après l'augmentation de la pollution. Et on la trouve à la fois dans l'industrie, dans la construction, mais aussi dans tout le secteur des services, que ce soit le commerce, commerce de détail, commerce de gros ou les services aux entreprises. Donc, ce qu'on conclut, c'est que comme on avait l'augmentation de l'absentéisme et des arrêts maladie uniquement dans l'industrie et la construction, ça ne semble pas être le seul mécanisme à l'œuvre qui expliquerait que, en fait, les firmes deviennent moins productives et vendent moins ces mois de pollution. Et en fait, on va mettre en évidence qu'il y a aussi deux autres mécanismes qui expliquent cet effet négatif généralisé d'avoir des mois plus pollués sur les entreprises. D'une part, l'effet sur la productivité que je mentionnais précédemment. Donc, à augmentation des arrêts maladie donnés, on a des preuves que les travailleurs qui sont présents vont aussi être moins productifs. Et deuxièmement, en fait, ce qu'on voit, c'est que les baisses des ventes des entreprises sont particulièrement prononcées dans les secteurs où les consommateurs sont aussi affectés par la pollution parce qu'ils habitent proche de la localisation des entreprises. Donc, ça va être le cas dans tout le secteur de la grande distribution. Et même au sein de ce secteur du commerce de détail, on voit qu'on a d'autant plus de baisse des ventes des firmes dans
les magasins qui vendent des biens dits non essentiels, c'est-à-dire donc pas la nourriture que vous avez absolument besoin d'aller, enfin vous avez toujours besoin d'aller faire vos courses, même si c'est un mois particulièrement pollué ou vous êtes malade. Et pardon. Et or, alors que pour certains autres types de biens, si ce mois-là, vous êtes particulièrement malade ou affecté par la pollution, potentiellement, vous pouvez renoncer à aller acheter ce bien. Donc, ça va être plus le cas pour les vêtements ou les meubles, par exemple. Et on voit des baisses de vente plus particulièrement prononcées dans ces secteurs. Donc pour nous, ça nous donne des indices qu'il y a aussi quelque chose qui se passe du côté des consommateurs qui sont aussi affectés par la pollution et ça va avoir des implications économiques. Euh, et je tenais ici à mentionner que là, on parle vraiment du coup d'un effet de court terme de la pollution. C'est plus pollué ce mois-ci, quel va être l'effet sur l'absentéisme le même mois et les ventes des firmes les 2 mois suivants. Donc, on pourrait se dire qu'en fait, même s'il y a une vente des firmes, pardon, une baisse des ventes, ça peut être un effet temporaire qui va être compensé par le fait qu'il y a un surcroît d'activité dans les mois suivants. Mais on n'observe pas d'effet de reprise, en tout cas dans les 5 mois suivant le moment où c'est le plus pollué. Donc ça nous indique qu'a priori, c'est vraiment des pertes nettes pour les entreprises. Et ensuite, bah, peut-être c'est 0,4% de baisse des ventes des firmes, c'est peut-être pas très parlant pour vous. Donc ce qu'on essaie de comprendre, c'est quel va être le coût total de ces effets sur la performance des entreprises dans un scénario euh, par rapport à un scénario où la pollution serait plus faible. Et on établit qu'en fait, le fait de ne pas respecter les préconisations de l'OMS sur l'exposition maximum journalière à la pollution aux particules fines, c'est responsable de 7,5 milliards d'euros par an de coûts économiques, qui comprend uniquement du coup des pertes de valeur ajoutée pour les entreprises. Donc, pour expliquer comment on arrive à ce résultat, en gros, on voit que sur la période 2009-2015, euh, on était clairement très souvent au-dessus des seuils préconisés par l'OMS et qu'on aurait besoin de réduire de 25% les niveaux de pollution moyens pour respecter ces seuils de l'OMS. Et ensuite, on utilise nos résultats pour quantifier du coup à quel point baisser la pollution de 25%, ça générerait des ventes additionnelles des entreprises et à combien de valeur ajoutée supplémentaire cela correspondrait. Et donc, on établit que cela correspondrait à 7,5 milliards d'euros chaque année de valeur ajoutée supplémentaire. Et là, je tiens à souligner que ça, c'est vraiment uniquement des bénéfices non sanitaires, c'est-à-dire vraiment sur les ventes additionnelles et la valeur ajoutée supplémentaire pour les entreprises. Donc, on ne compte pas du tout ici le fait que baisser cette pollution de 25%, ça générerait aussi des moindres dépenses de santé publique, que ce serait aussi un bénéfice plus général pour les gens d'être en bonne santé pendant plus longtemps. Et deuxièmement, on peut contraster ce 7,5 milliards d'euros par rapport à un scénario où on baisserait également la pollution, mais on la baisserait simplement moins, juste dans le but de respecter la nouvelle directive européenne qui a été mentionnée par Augustin, qui va s'appliquer pour 2030. Et on trouve que comme la législation, cette directive européenne est moins stricte que les préconisations récentes de l'OMS, on n'aurait que 3 milliards d'euros par an de bénéfices, donc des bénéfices plus faibles de 60% si on avait comme seuil de référence cette directive européenne. Donc 7,5 milliards d'euros de bénéfices, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport euh, à combien ça coûte, et notamment combien ça coûte pour les entreprises ou pour les ménages de mettre en œuvre des politiques qui vont baisser la pollution pour respecter ces seuils? C'est évidemment une question très importante. Et donc ici, on essaie de comparer nos 7,5 milliards d'euros de bénéfices par rapport à ce qu'on sait du coût des investissements nécessaires pour réduire cette pollution de 25%. Et là, on se base sur une étude de la Commission européenne qui établit une fourchette haute de 7,7 milliards d'euros par an en termes d'investissements supplémentaires et maintenance des nouvelles technologies déployées pour réduire la pollution. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que même sans tenir compte du tout des bénéfices pour la santé de la population, uniquement en se concentrant sur les bénéfices pour l'économie de réduire cette pollution, il est quasiment dans l'intérêt
bon, il est de l'État, mais aussi du coup des entreprises en moyenne, de vouloir réaliser ces investissements, puisque ça leur, elles en tiraient un bénéfice qui est presque équivalent à combien ça leur coûterait. Évidemment, c'est une moyenne, ça ne tient pas compte du fait qu'il y aurait sans doute certaines entreprises, celles qui sont très polluantes, qui devraient investir davantage et qui n'auraient pas forcément un bénéfice beaucoup plus important. Donc, pour conclure, cette étude, en fait, elle nous montre d'une part que la pollution de l'air, elle va non seulement affecter la santé des gens, mais qu'elle va aussi affecter en fait la performance de toute l'économie à travers des mécanismes qui, eux, portent sur la santé des travailleurs et leur performance cognitive, ainsi que la santé des consommateurs. Hein. Donc, c'est bien des mécanismes qui viennent bien des effets que la pollution a sur la santé, mais ces effets sur la santé vont avoir ensuite des répercussions sur l'économie qui font que la productivité des travailleurs et leur absentéisme va être affecté et les comportements de consommation des consommateurs vont également être affectés. Et ça, en fait, c'est vraiment important d'en tenir compte parce que ces effets plus larges de la pollution sur l'économie et sur les entreprises ne sont en général pas incluses dans les analyses coûts-bénéfices des politiques environnementales. Et si on ignore en fait ces effets plus larges de la pollution atmosphérique sur l'économie, on va en fait sous-estimer à quel point la pollution atmosphérique coûte à la société, pas uniquement en ce qui concerne la santé, mais en ce qui concerne les performances économiques dans leur ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Merci à tous les deux pour cette présentation.